Merci. Donc on va commencer. La première question. Ah, ils voient encore le micro qui est ressorti. Je vais juste mettre le feu bas. Je vais mettre le feu bas comme ça. Vous voulez mettre le bas? Bon, c'est bon. Il va rester comme ça. Le pauvre, c'est une torture aujourd'hui pour lui. Bon, Imam, merci. Dès qu'Olivier nous donne le top, on commence. C'est bon. Alors d'abord, Imam, j'ai ajouté une question, cette fois un peu sur vos origines. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu juste de vos origines familiales, locales, d'où vous venez, de quel genre de famille vous venez et quelle éducation vous avez eue? Merci bien. Je suis de la région de Tombouctou. Je suis d'origine Peul. Je suis né dans un village qui s'appelle Tonka, dans le cercle de Kingdam et la région de Tombouctou. Mon père est originaire de Kabbalah précisément. Ma maman est originaire de la région de Monti. Elle est Peul de Monti, d'un village qui s'appelle Ambili. Voilà. Donc je suis d'une famille maraboutique. C'est cette éducation que j'ai reçue. Voilà. Très bien. Alors, deuxième question. Comment vous définiriez vous-même l'islam que vous pratiquez? Vous diriez qu'il est soufi, qu'il est malien, qu'il est traditionnel, qu'il est wahhabite, qu'il est quoi? Écoutez, pour moi, l'islam, il n'y a pas mille manières de définir l'islam. L'islam, il est islam. Et les gens, parce qu'ils peuvent avoir des perceptions différentes dans leur pratique de tous les jours, parce qu'ils sont d'origine différente, forcément il y aura une diversion dans la pratique de l'islam. Sinon l'islam, il est un. Il n'y a pas mille islam, il n'y a qu'un seul islam. Maintenant, vu les contextes dans lesquels les gens évoluent, leur perception des choses, leur compréhension des choses, ça a donné lieu à des écoles, à des compréhensions. Ça peut arriver. Je suis né dans une école malikite, comme on le dit, et grandi dans ça. Après, j'ai fait la connaissance de toutes les autres écoles de l'islam. Bon, les gens me définissent aujourd'hui comme étant de l'école en malikite. Voilà. Très bien. Toujours dans ces questions un peu générales, vous diriez que vous êtes un leader religieux, un leader politique, un leader social. Comment vous définiriez votre rôle? Moi, je suis imam d'une mosquée, tout court. Je ne me définis pas comme un leader. Pour moi, je ne suis pas un leader, je suis un imam. Je dirige la mosquée et un imam chez nous, il a des rôles souvent sociaux. Et dans ça, je me définis comme ça. Mais pour moi, je ne suis pas un leader ni religieux ni politique. Je ne suis même pas un leader, je suis un imam d'une mosquée. Tout court. Vous avez un projet quand même, vous avez pris la parole publiquement, plusieurs fois vous avez défendu parfois un projet pour le Mali au moins. Comment vous définiriez ce projet? Est-ce que vous diriez qu'il a évolué avec le temps? Écoutez, ce n'est pas moi qui ai un projet, c'est le Mali qui a un projet. Mon projet s'inscrit dans un projet du Mali. Le Mali a voulu être un pays démocratique, une république laïque, et une république laïque démocratique de droit à des règles. Et ces règles-là, souvent, ne sont pas respectées. Donc, j'ai eu quand même des occasions où j'ai pris la parole pour dire ce que je pense et ce qui se passe dans mon pays. Et ça, ce n'est pas mon projet à moi, c'est le projet que les Maliens ont choisi. Ceux qui sont chargés de mettre ce projet-là en œuvre, à un moment donné, se sont conduits de manière qui n'était pas orthodoxe. Et moi, j'ai eu quand même le privilège d'être parmi les gens qui ont pris la parole pour donner leur avis. Et c'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas un projet propre à moi, mais c'est comme ça que moi je vois la chose. Alors, vous insistez bien que vous n'êtes pas politique, mais vous avez quand même soutenu votre grand frère Ibeka en 2013, et finalement vous vous êtes opposé à lui il y a un an. Est-ce que vous pouvez juste expliquer, puisqu'on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas la situation, qu'est-ce qui s'est passé entre 2013 et 2020? Je l'ai soutenu effectivement en 2013 parce que je croyais en lui. Et je pensais qu'il avait vraiment la capacité physique et mentale de conduire ce pays-là
le lendemain meilleur. Après un mandat, je me suis rendu compte que, en tout cas de mon point de vue, ce n'était pas ce que je souhaitais pour mon pays. Je le lui ai dit en face, je lui ai demandé même de ne pas briguer un second mandat, mais il était souverain, et le peuple certainement l'a choisi. Bon, bien choisi, mal choisi, en tout cas il a été un moment donné. Et après, moi et d'autres sont sortis pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se passent dans notre pays. Et ça, j'ai participé à ça, et j'ai donné mon point de vue. Et bon, et puis les choses ont évolué, ça a conduit à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, il y a eu un pic quand même de cette crise qui a été assez douloureux pour vous, je pense. Je voudrais que vous m'en parliez un peu. C'est l'assaut finalement dont cette mosquée a fait l'objet, il y a un peu plus d'1 an, dans lequel un certain nombre de jeunes du quartier ont péri. Vous m'avez bien raconté ça, je voudrais que vous le racontiez à nouveau. Vous étiez sur place, n'est-ce pas, quand ça s'est passé? Je pense pas que vous y attendiez. Voilà, qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là? C'est vrai, c'était un moment très douloureux pour moi. Je le ressens encore quand je pense à ces jeunes gens de 15-16 ans, maximum 20 ans, qui ont perdu la vie pour rien, parce qu'ils n'ont rien fait pour mériter de perdre la vie à cet âge. Et ce n'était pas aussi par accident, mais c'était volontairement pour leur ôter de la vie. Et ça m'a fait très mal. Je crois que toute ma vie, je vais y penser. Mes prières d'ailleurs vont à l'endroit de ces gens. Et mes pensées vont vers leurs parents et leurs endroits. Ça s'est passé effectivement dans ces endroits. C'était, je crois, vers le 11, le 12 juillet 2020. Je dis qu'il y a eu des manifestations auxquelles je n'étais pas participé, je n'étais pas là-bas. Je n'ai pas appelé les gens à y aller. Je ne me suis pas rendu, je n'ai même pas prononcé quelque chose. Parce que je dis la désobéissance civile, moi, dans ma façon de comprendre les choses, je ne veux pas que ça se déroule dans des violences. S'il y a des violences, je n'y participe pas. Et je n'ai pas été. Mais à ma grande surprise, le 11, je crois, c'était le 11 ou le 12, entre les deux, l'après-midi, d'abord on entend un bruit que les jeunes gens courent pour venir vers ici, le domicile qui est à côté de la mosquée dans lequel j'étais, c'est un pied-à-terre dans lequel je suis. Je me plais dans cet endroit-là, il y a à peu près une quarantaine d'années que j'y habite, je suis là. J'étais là, j'ai entendu, les jeunes gens sont venus en nombre. Ils ont appris par, je ne sais pas, à travers les réseaux sociaux ou en tout cas les radios que les forces de l'ordre allaient venir m'enlever. Donc ils sont venus en grand nombre. Moi je ne savais pas. J'étais à l'intérieur, j'ai entendu. J'ai dit non, moi je ne fais l'objet d'aucun enlèvement ou d'aucune agression pour le moment. Bon, il n'y a pas de problème. Donc les jeunes gens sont sortis. Mais il y en a qui sont restés dans les parages. On a prié le Maghrib, et ensuite le Isha. Et pendant qu'ils rôdaient dans les parages, ils étaient là, les choses ont commencé. Bon, moi je suis retourné m'asseoir là-bas, dans un truc, le Coran dans ma main, en train de lire. Les jeunes gens sont venus me dire, mais ces gens-là sont en train de venir encore, ils veulent vraiment venir vous agresser, c'est vous qui sont en train de chercher, viens, on va vous mettre à l'abri quelque part dans la mosquée. Je dis non, je n'irai nulle part, je vais rester ici. Si vraiment ils veulent me tuer, ils me trouveront ici. Ben, si mes jours ne sont pas encore venus, je serai là. En tout cas, je n'irai nulle part, je ne me cacherai pas, parce que je ne suis pas un criminel, je n'ai rien fait. Mais après, on entendait ça tirer de partout. Je crois qu'il y a un blindé qui est venu, puis a raté la route pour aller se mettre dans le fossé. Et puis voilà. Mais maintenant, ça a tiré de partout. Des jeunes gens qui étaient là, beaucoup ont perdu la vie. On ne sait même pas pourquoi. Et ça ne s'explique même pas. Parce que ici, ce n'est pas un lieu public qui fait l'objet de menaces. Bon, chez moi, on ne voit pas.
Ce n'est pas vraiment un édifice public étatique. Ce n'est pas une banque pour craindre que ça soit dérobé. Nous, on ne voit même pas pourquoi ils viennent tirer ici. Dans la rue ici, ils ont tiré les gens, et dans la mosquée ici, ils ont lancé des grenades homogènes partout. Vraiment, il y a une volonté quand même de doter la vie de ces jeunes gens que nous regrettons et que je continue durant toute ma vie à penser à ces jeunes gens, à leurs parents. Vous savez, ils ont trouvé ces jeunes gens ici. Ce n'est pas ce jour-là seulement. Vous venez ce soir, vous allez trouver ces jeunes gens devant ma porte. Ils sont là il y a des années. Toutes les nuits, ils viennent passer la nuit. Pour eux, ils dédient leur vie à être avec moi. Donc, ce n'est pas seulement lors de cette affaire-là. Ils savent que ces jeunes gens-là sont là. Toutes les nuits, ils sont là. Ils viennent même ce soir, tu vas les trouver devant la porte. Ils sont là. C'est une dizaine, une vingtaine. Ils viennent toutes les nuits. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Il pleut, il neige, ils sont là. Bon, ils ne sont pas là parce que je leur paye. Ils ne sont pas là parce que je suis des salariés. Non, ils ont choisi vraiment d'être avec moi. Eux, ils le font de façon bénévole. Vous m'aviez dit, quand on s'est vu la dernière fois, que vous ne pensiez pas que votre grand frère irait jusque-là. Oui, je ne pensais jamais qu'il allait être, qu'il pouvait aller jusqu'à ce niveau. Je ne le pensais pas parce qu'il y avait vraiment des liens très forts entre nous. C'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur les positions politiques, ce qui peut arriver, mais pour dire qu'on va en arriver jusqu'à vouloir m'assassiner ou assassiner des gens qui sont autour de moi, je ne pensais pas qu'il en était capable. Vraiment. Vous avez dit une autre chose, et après je quitterai cet événement, vous avez dit une autre chose la dernière fois, c'est qu'en fait, c'était ce qui vous avait ému, c'est que c'était tout le quartier finalement qui était venu, n'est-ce pas? Absolument. Parce que le lendemain, quand les gens ont su, c'est tout le quartier. Vous savez, toutes les femmes sont venues avec les larmes pour dire, mais si nos enfants ont été tués, ça ne suffit pas, nous-mêmes on va être là. Tant que on ne nous extermine pas, on ne finit pas, personne ne vous touchera. Mais ça, j'étais ému, je n'oublierai jamais ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai donné à ces jeunes gens, à ces femmes, pour qu'ils donnent leur vie pour ma personne? Donc finalement, on va revenir à la suite des événements. Finalement, le président Ibeka est tombé, le Mali est retourné à un régime de transition. Et même à ce moment-là, dans tout ce contexte quand même tragique, est-ce que, pour revenir aux événements politiques, est-ce que vous avez été soulagé, est-ce que vous avez été inquiet à ce moment-là? Écoutez, à un moment, j'étais peut-être soulagé, mais je reste toujours inquiet. Soulagé parce que je pensais que bon, les choses sont finies peut-être de façon un peu moins dramatique. Le coup d'État peut-être c'était le moins mal. Ça m'a un peu soulagé, mais inquiet pour le devenir de mon pays. Je continue à être inquiet et préoccupé encore aujourd'hui. La situation du pays m'inquiète et ça me préoccupe. Alors, pour continuer sur la crise malienne, qui dure déjà depuis pas moins de 10 ans, est-ce que vous diriez que c'est une crise politique, sociale, culturelle? On dit dans le jargon bureaucratique, on dit qu'elle est multifactorielle, je crois. Comment vous définiriez cette crise? En quelques mots, de façon synthétique. Oui. Bon, vous savez, moi, personnellement, je décris cette crise comme une crise de gouvernance. C'est vraiment, elle est multidimensionnelle, c'est vrai, mais elle est d'abord gouvernance parce que c'est la faillite de la gouvernance qui a amené cette situation de faillite de l'État. J'aime à le dire tout le temps que c'est la faillite de l'élite politique qui explique la faillite de l'État. Et c'est cette faillite qui a rendu le pays perméable à tout venant. Pour que les djihadistes ou les terroristes ou n'importe qui viennent s'installer royalement dans le pays, c'est parce que tout simplement la gouvernance a failli à un moment donné. Donc le pays était là, tout le monde peut venir s'y installer et les gens sont installés ici. C'est des gens qu'on a chassés d'ailleurs, qui sont venus s'installer royalement dans notre pays. Personne ne les a interpellés, personne ne s'y est intéressé et finalement ils se sont enracinés
Et maintenant, on paye le prix parce que tout simplement, il y a une gouvernance qui a failli. Donc, moi, j'appelle ça d'abord par la faillite de notre gouvernance. Toujours dans la même idée, on avait aussi évoqué le fait que le Mali a connu donc beaucoup de systèmes politiques différents, une histoire très longue, plusieurs empires, ensuite la colonisation, ensuite plusieurs modèles encore qui se sont succédés depuis l'indépendance. Est-ce que ces ruptures successives, ces modèles successifs, à votre avis, sont un peu une des causes peut-être du désarroi des Maliens? Et à votre avis, quel est le modèle qui convient du coup? Écoutez, le modèle qui convient, c'est tous les Maliens qui peuvent le dire. Je ne peux pas m'arroger moi le droit de dire que c'est tel modèle qui convient aux 20 millions de Maliens s'ils ne sont pas consultés. Ce serait trop de ma part. Je saurais vous le dire de cette façon. Mais je sais qu'aujourd'hui, les Maliens doivent s'interroger. Et interroger certainement leur génie. Parce que le Mali, c'est une grande nation qui a vécu très longtemps, qui est bâtisseur de grands empires, de royaumes, de grandes civilisations. Que le Mali tombe aujourd'hui si bas, il y a lieu quand même de s'interroger et de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que de l'indépendance en nos jours, il y a eu trop de cassures, il y a trop de ruptures. Et tout cela n'est pas le fait du peuple malien. C'est toujours l'élite. Après l'indépendance, c'est l'élite qui a choisi une option qui n'était pas l'option majoritaire dans le pays, qu'on nous a imposé, comme vous connaissez bien, le socialisme et autres. En tout cas, on s'est tourné vers le pays de l'Est pour avoir une option qui n'était pas en réalité l'option qui est connue dans notre pays. Et l'apprentissage de ça a été dur, ça a été difficile. Bon, entre-temps, il y a eu un coup d'État. Et on a patrouillé pendant 10 ans avec des régimes militaires, des gens qui n'avaient pas l'expérience, de savoir-faire de conduire un pays. Après ça, ils se sont éliminés entre eux. Celui qui a eu le dossier a essayé de mettre un système. Bon, la situation, le contexte international aidant, les choses évoluent. Et lui, au moment où il a eu de la notoriété, où il a parti unique, il y a le vent de la boule qui a sifflé par là. Et ça a créé une situation. Et on est allé vers une démocratisation du pays, ouverture intégrale, où il y a eu trop de partis, trop d'associations, il y a tout. Bon, vraiment une ouverture désordonnée, médiatique, politique, associative. Et dans tous les domaines, les choses se sont passées de manière désordonnée et on nous a servi une démocratie en vrac. Le peuple n'était pas bien préparé. Il n'y a pas eu de transition pour aller vers cette démocratisation et les choses ne sont pas venues de façon graduelle. Donc on nous a imposé une façon de faire qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne connaissait pas. Le label démocratique, c'est bien le contenu. Mais le bas peuple, le citoyen lambda, n'a pas la maîtrise et la connaissance de ces choses-là. Et les partis politiques, ce n'est pas leur affaire de former les citoyens ou les informer. Leur affaire, c'est d'être élus. Et au moment des élections, ils viennent avec des t-shirts, avec des slogans, et on corrompt les gens, on achète des voix, on veut être élu, c'est tout. Et donc, c'est dans ce désordre qu'on veut qu'on instaure un pays stable. C'est pas possible. Parce que rien n'est maîtrisé. Les premiers concernés qui sont les populations ne sont pas eux-mêmes au parfum des choses. Et voilà ce qui nous a conduit à cette situation de désordre aujourd'hui, dans lequel nous sommes. On n'est pas encore sortis. J'espère bien, et la communauté internationale qui est là aussi, qui nous bouscule, qui ne nous donne même pas le temps de réfléchir. Voilà, non, on fait des élections, on fait ceci, on fait cela. Et on est là, l'élite est là en train de courir. Et ils ne sont pas préoccupés par l'opinion nationale, ils sont surtout préoccupés par l'opinion internationale.
Et ça me fait penser, dans ces 2 jours, 24 heures, 48 heures, quand j'entends les discours des pays africains et tous les trucs, on ne parle que de paysans. On ne parle que de paysans. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en vogue. Nous, nos chefs d'État, nos dirigeants sont des perroquets qui aiment, avec tout le respect de la loi, mais qui aiment à répéter ce que les autres disent sans même réfléchir. Et bon voilà, le problème climatique est un problème réel. Mais est-ce que c'est de cette façon qu'il faut poser ce problème aux Africains? C'est comme ça suffit pour qu'on aille faire un discours de l'autre côté et puis parler. Et puis maintenant on en fait un moyen pour gagner de l'argent. Tout le monde dit que non, il faut qu'on nous aide. Alors on s'est habitué à des comportements comme ça. Je crois que pas seulement au Mali, je me permets vraiment quand même de m'arroger le droit de parler des peuples africains. C'est ça le problème. Bon, donc, je ne pense pas, même notre démocratie, c'est ça. Ce n'est pas la démocratie qui est mauvaise en soi. C'est une très bonne chose, la démocratie. C'est pas aussi la prospérité de quelqu'un de l'Est ou de l'Occident ou de l'Orient. La démocratie, c'est un patrimoine mondial que l'humanité partage. C'est des valeurs que tout le monde a droit à cela. C'est comme un état de droit. Ce n'est pas l'apanage seulement des Occidentaux. Tout le monde veut un état de droit dans lequel il est respecté. Ce droit se respecte. Mais il faut qu'on donne le temps aux gens de comprendre et de savoir pourquoi ils doivent se battre, pourquoi ils doivent accepter, pourquoi ils doivent aller aux élections, pour quelles raisons. S'il y a des élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourquoi les élections? Quel est le projet de société que ces gens nous présentent? Mais il n'y en a pas, il n'y a jamais eu de débat dans nos pays. On ne débat pas, on impose, on achète des voix, on va vers une situation aujourd'hui dramatique. Il y a une corruption à ciel ouvert qui est dans tous les pays africains, malheureusement, aujourd'hui. Et chez nous, ici, ça a dépassé tous les commentaires et ça a effondré le pays. Et voilà. Alors, justement, pour aller vers les facteurs d'unité ou d'union, vous diriez quels sont les facteurs d'union des Maliens ou d'unité des Maliens? Dans quoi ils se retrouvent? On peut parler de culture, de langue, du cousinage à plaisanterie et puis bien sûr de l'islam, je suppose. Oui, bien sûr que oui. Il y a des choses qui sont des ciments de notre société, qui sont des fondements de l'existence de la nation malienne. Je l'ai dit, nous avons connu beaucoup de crises auparavant. C'est des crises qui ont emporté le régime ou l'État. Mais cette fois-ci, on fait face à une crise qui est en train de menacer l'existence même de la nation malienne. C'est un effritement de cette nation parce que les composantes de cette nation, qui sont les communautés, sont en train de s'entretuer, entre-déchirer. Et c'est ce qu'on avait en réalité comme valeur, ce savoir-vivre, ce vivre ensemble que nous avons pu forger pendant des années, pendant des siècles. C'est ce qui est remis en cause par la faute des politiques, par la faute des gouvernants. C'est pour cela que j'ai parlé de crise de gouvernance. Aujourd'hui, si le Mali existe encore en tant que pays, pas en tant qu'État, mais en tant que pays, c'est parce que tout simplement, ces fondements et ces fondements fondamentaux sont encore là malgré tout ce qu'on a, ça et là. Il y a deux choses qui unissent le Mali qui sont extrêmement importantes. Il y a d'abord nos valeurs sociétales, il y a aussi les valeurs religieuses. Ce sont les deux piliers sur lesquels, c'est les supports sur lesquels la société malienne est reposée. Et tout projet de société qui doit avoir une durabilité normale pour conduire ces pays, quand tu ne prends pas, tu ne tiens pas compte de ces deux fondamentaux qui sont nos valeurs sociétales et religieuses, difficilement tu peux aller parce que tu n'apportes pas. Vous savez, nous avons des petites choses qui ne sont peut-être pas de grandes choses pour les autres, mais qui sont très grandes pour nous. Le cousinage que nous avons forgé, que nous avons trouvé. Mais je trouve ça extraordinaire. Vous savez, le Touareg, les cousins au Dogon. Bon, le Dogon et le Touareg, il y a tellement de barrières. Il y a des barrières linguistiques, il y a des barrières culturelles, il y a même la couleur, il y a la langue, et souvent il y a même la religion qui les sépare. Mais je trouvais un concept entre eux
qui leur permet de vivre ensemble parce qu'ils sont obligés de partager un espace. Et pour exister dans cet espace de façon pacifique, ils ont trouvé des concepts de label qui est là, qui est le cousinage, que je trouve extraordinaire. Ce peuple qui a ce génie, mais comment aujourd'hui on n'est pas capable de trouver un moyen de faire face à notre situation. Et je trouve que, puisque le peuple n'a pas été laissé, nous on n'est pas autonome dans ce qu'on fait. Et c'est ce que je déplore. Et c'est pour cela que je dénonce un peu nos élites, parce qu'il nous faut une certaine autonomie de pensée. Nous avons quand même, nous raisonnons comme les autres. Nous avons aussi une capacité de mettre les problèmes devant nous et leur chercher des solutions. Mais notre élite n'a pas cette capacité, cette autonomie de pensée. Il est sorti des mêmes écoles que les autres, mais il fait appel à ces mêmes personnes tout le temps pour être des experts, pour être des consultants, alors qu'ils ont fait les mêmes écoles. Mais ça, ce n'est pas paradoxe. En Afrique, il faut aujourd'hui avoir le courage de dire bon, je ne suis pas ce que les gens pensent, hein. Je suis ni extrémiste, ni radical, non, pas du tout. Ni religieux, ni politique, parce que le radicalisme dans toutes ses facettes n'est pas bon. Le radicalisme, qu'il soit religieux ou politique ou social, ce n'est jamais bon d'être radical. Mais je suis quand même réaliste. C'est de faire face à une réalité qu'on vit aujourd'hui, qui est là en face de nous. Notre élite, nos dirigeants, les gens qui nous dirigent, refusent de mettre les choses à terre pour débattre les problèmes avec leur propre opinion. Quand ils débattent avec nous, ils font le semblant. On fait semblant, on organise des petits forums, on fait des ateliers, soi-même, le reste du peuple n'est même pas concerné. Et bon, quand on veut tromper l'opinion internationale, on fait semblant d'organiser des référendums qui sont trichés et le résultat est connu d'avance. Mais c'est se tromper soi-même. C'est se mentir soi-même. Ce n'est pas être juste avec soi. On ne ment pas à son peuple. C'est se mentir à soi. Et ça, je suis désolé de vous parler avec ce ton, parce que c'est ça la réalité africaine. Pour finir avec la question de l'islam, vous avez dit quelque chose de très fort la dernière fois. Vous m'avez dit l'islam, c'est un patrimoine. Oui. C'est à travers l'islam aussi que les races, les communautés du pays se marient. Mais bien sûr, bien sûr. C'est ça, c'est pour cela que j'ai parlé de deux fondamentaux sur lesquels notre société repose. Les valeurs religieuses et les valeurs sociétales. Valeurs religieuses, je parle de cousinage et autres, qui fait que tout le monde, quelqu'un me salue, dès qu'il me dit qu'il est canté ou il est ballot, mais je peux me permettre de lui dire tout ce que je veux, et lui-même, il me le dit, que je sois imam ou pas, ce n'est pas son problème. Et puis ça passe, on peut parler de ça. Notre société a créé des situations comme ça. Et ça a permis vraiment de vivre ensemble. Maintenant, il y a la religion qui a permis à ces différentes communautés aussi de cohabiter, de se marier entre elles, d'être là. Et pour nous, donc l'islam, c'est un patrimoine. Ça fait partie même de notre identité. Mais bien sûr, il y a un islam bien pensé et bien mesuré. L'islam qui se mouve dans ce que nous sommes. C'est pour cela qu'il est difficile aujourd'hui de faire même la différence entre nos valeurs sociétales et nos valeurs religieuses. Et il faut être... Vous savez, le féticheur chez nous, quand il fait des incantations, ce qu'il dit, il dit tout bismillah. Voilà, tout bismillah. Bismillah, c'est le nom de Dieu. C'est comme ça que ça se dit en arabe. Mais ils disent ça, les charlatans, les féticheurs, quand ils commencent les incantations, ils disent tout bismillah. Voilà, wakra. Mais alors, ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui se mettent ensemble que quelqu'un a écrit Islam noir. Je n'aime pas dire ça, parce que pour moi, l'islam n'est ni noir, ni blanc, ni jaune. L'islam, c'est l'islam. Mais pour lui, il a vu tellement que les Africains ont adapté l'islam, l'ont adopté,
à leur façon de faire, à leur culture, et à tel point qu'il y a des gens qui ont écrit des livres pour parler d'islam noir. Voilà. Ce n'est pas l'islam qui est noir, non, c'est les Africains qui sont noirs, mais ils ont adopté l'islam, ils l'ont mis dans leur comportement, et aujourd'hui, il est difficile de faire la différence entre ce qui est sociétal, valeur sociétale et valeur religieuse. Ça, il faut être très fort aujourd'hui pour les distinguer et les dissocier. Ouais. Alors, est-ce que, je reviens à la crise, est-ce que vous diriez que la nation malienne est plus en danger aujourd'hui qu'en 2012 ou pas, à votre avis? J'avoue que je suis encore plus inquiet aujourd'hui qu'en 2012. Plus en danger, je ne le dirai pas, mais je suis en tout cas plus inquiet et plus préoccupé aujourd'hui qu'en 2012. Alors, on avait aussi un peu parlé la dernière fois de l'environnement du Mali et de la compétition des superpuissances. Vous avez dit que nous vivons la fin d'un cycle, qu'un nouvel ordre mondial se prépare, selon vous, et que les superpuissances posent un certain nombre d'actes dont on ne comprend pas toujours le but final. Est-ce que vous diriez que le Mali est l'otage de ces rivalités mondiales aujourd'hui? Bon, le Mali est otage de lui-même d'abord. Moi, j'aime toujours à nous responsabiliser d'abord, nous-mêmes en tant que nation. Et c'est ce que je suis un peu sévère avec nos dirigeants, c'est parce que vouloir imputer tout ce qu'on a comme problème aux autres et penser que c'est les autres qui sont coupables et pas nous, je ne suis pas tellement d'avis de cette façon de faire, je ne suis pas aussi tellement de cette école. Je sais que la situation mondiale aujourd'hui, il y a un problème, c'est réel, il ne faut pas se leurrer. Ça a toujours existé, mais encore, il y a une situation qui est là. Ce nouvel ordre mondial qui se prépare, qui s'installe, que les gens l'ont fait à dessein ou en tout cas c'est venu, les événements l'ont imposé, c'est quand même un nouvel ordre mondial qui est là. Aujourd'hui, toutes les idéologies qui étaient là sont caduques, ça n'existe plus. Il n'y a ni capitalisme, ni socialisme, ni je ne sais quoi. Personne n'est lieu, non aligné, il n'y a rien n'est aligné, rien n'est il n'y a plus rien. Il n'y a que le pragmatisme et les intérêts que chacun essaie de défendre. Et nous, on comprend que d'autres veulent venir au Mali et ne pas laisser les autres seulement ici, parce que chacun a décidé aujourd'hui de s'y mêler. Et ça, on ne peut pas en vouloir aux gens. Si nous avons des rapports, nous avons des relations avec d'autres pays qui sont historiques, qui sont stratégiques, qui ne datent pas d'aujourd'hui, c'est l'histoire qui nous a amenés à ça. Et nous avons ces relations qui sont là, et nous sommes condamnés à trouver vraiment la meilleure formule de faire marcher ces relations, vu l'évolution de ce monde-là. Mais on ne peut pas empêcher aussi à d'autres qui qui pensent que, bon, au Mali ici, peut-être il y a à boire et à manger, il faut venir aussi prendre sa part, parce que l'Afrique, finalement, est une proie. Et puis les autres sont des lions qui dévorent, chacun vient, le plus fort essaye de dégager l'autre. Mais c'est ça la réalité africaine. Il faut que les Africains se rendent compte que c'est eux, aujourd'hui, la proie facile. Les autres sont des lions qui sont là. Ce n'est pas à la proie de demander aux lions comment est-ce que vous allez me dévorer. Non, non, c'est vraiment cette proie-là, la gazelle-là, qui doit chercher un endroit pour se mettre un peu à l'abri. Mais on n'est pas en train de le faire. Donc, moi, je n'accuse pas les autres. Je sais pas, Russes ou Français ou Américains. Non, aujourd'hui, on n'est pas à un stade où il faut accuser X ou Y. C'est nous qui devrons savoir qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité du monde. Et dans cette réalité, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse exister? Voilà. Si on ne le sait pas, on ne le fait pas, tant pis pour nous. Voilà. Vous avez dit d'ailleurs la dernière fois que c'était vraiment une crise, vous l'avez un peu abordé déjà, hein. Il y avait vraiment une crise de leadership. En fait. Bien sûr. Cette crise, ça, c'est une réalité. Il y a une crise de leadership aujourd'hui dans notre monde. Il ne faut pas se le cacher. Peut-être que je ne suis pas le mieux indiqué pour dire ça aujourd'hui, parce que je suis un imam dans un quartier de Bamako.
ici, que je parle de leadership mondial, mais de mon point de vue en tant qu'homme qui réfléchit dans son environnement et dans ce qui se passe dans ce monde-là aujourd'hui, il y a une crise de leadership qui est dans ce monde-là. Et c'est pour cela que cette gouvernance mondiale aujourd'hui est en train de tanguer. Et il ne faut pas se le cacher, c'est une réalité. Et il faut certainement encore interroger les hommes éclairés, qui ont de la clairvoyance, pour qu'on essaye vraiment d'y mettre un peu d'ordre. Sinon le désordre prendra le pas sur l'ordre. Et je sais pas, comme je l'ai dit, je dis nouvel ordre mondial. Prions bien que ça soit ordre et que ça ne soit pas désordre mondial. Mais ça risque de l'être si on n'y prend pas garde. Parce que des hommes capables de réfléchir et d'orienter et de dire au monde, attention, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faut pas, ces hommes deviennent rares. Alors je vais venir à l'histoire très sensible des négociations avec les djihadistes, des discussions avec les djihadistes. Vous l'avez plusieurs fois dit qu'à votre avis il fallait ces discussions. Le Mali même a exprimé plusieurs fois cette position. Vous connaissez très bien personnellement les deux chefs maliens du groupe Boujnim, qui changent de nom, peu importe comment on les appelle, que Iyad Agali et Amadou Koufa. J'aurais voulu que vous parliez un peu d'eux et aussi de ce que vous pensez de cette perspective de discussion. Ben écoutez, ça je l'ai dit, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, mais je l'ai dit, c'était ma conviction et ça reste ma conviction. On peut me qualifier de ce qu'on veut, mais ça ne peut pas changer ma conviction. Et je l'ai dit que notre situation à l'époque, quand ça a commencé, j'ai approché le chef de l'État qui était là, paix à son âme, qui était notre frère regretté Amadou Toumani Touré, pour lui dire la façon dont je vois les choses vraiment venir. Je pense que qu'on fasse vite pour parler à nos frères, parce qu'on les connaît, tu les connais, je les connais, tout le monde les connaît. Et il faut pas. Pourquoi on fait semblant de ne pas les connaître? On les connaît, c'est des Maliens. Mais l'autre là, Iyad était là. Il a une maison à Bamako. Il était là. Il travaillait ici. Il était ami du président. Et il était dans le parti au pouvoir. Tout le monde le connaissait. Amadou Koufa, c'est pas un extraterrestre. C'est un Malien qui est connu, qui a fait ses études ici, qui est né dans un village qui s'appelle Koufa, dans le cercle de Niafenke. C'est connu. Ses parents sont connus. Lui-même était là, il n'était pas... Parce qu'il était là, tout le monde le connaissait, il a des amis, il a des promotionnaires, il a des gens... Mais qu'on essaye vraiment de parler avec eux, de leur dire de ne pas nous conduire dans une aventure sans issue. C'était mon souci. De ne pas permettre à ces gens-là de nous conduire vers l'abîme. Parce qu'eux-mêmes, je me demandais à l'époque s'ils étaient en réalité conscients du danger. Et connaissant Amadou Koufa à l'époque, pour moi, c'était pas quelqu'un qui connaissait ce qui se passait autour de lui dans ce monde-là. C'est vraiment un rural, hein? C'est un campagnard. Ce n'est même pas un Bamakois, non, pas du tout. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui sait à quoi il est en train de se mêler. Donc, il faut le prendre et lui parler. Il faut le tirer pour qu'il n'aille pas vraiment nous mettre dans des situations difficiles. C'était vraiment mon souci. Le sauver lui-même, le pauvre, et sauver le Mali. Bon, Iyad, peut-être il a été un peu plus éveillé, parce qu'il a déjà dirigé une rébellion. Il était en Libye, il était ailleurs, donc c'est quelqu'un qui peut avoir des réseaux plus que Koufa. Mais quand même, c'est aussi quelqu'un qui est connu, qui a des parents, qui a des amis, qui connaît tout le monde le connaît. Moi, je ne peux pas dire aux gens aujourd'hui, parce que c'est des gens qui sont bannis par la communauté internationale, que je ne les connaissais pas. Non, cette hypocrisie, je ne le fais pas. Je ne partage pas leurs projets pour dire que non, il faut que le Mali soit ceci. Autant je ne suis pas d'accord que les gens viennent nous imposer leur vision de l'Occident pour dire voilà comment vous allez... Autant je ne serai pas d'accord avec eux qu'ils viennent nous imposer leur vision de l'islam. Non. Ce peuple souverain du Mali doit être respecté. On a été des musulmans, personne ne nous a imposé ça. Et aujourd'hui, nous sommes 98% musulmans. Ce n'est pas par le bout du fusil qu'on l'a été. Est-ce que vous avez été soulagé? Est-ce que vous avez été inquiet à ce moment-là? Écoutez, à un moment, peut-être soulagé, mais je reste toujours inquiet.
C'est par conviction. Pour moi, la religion, c'est un choix. Ce n'est pas une imposition. Mais qu'on fasse ce débat, même s'il faut aller vers un débat doctrinal, qu'on comprenne que eux, les arguments qu'ils ont, qu'on leur oppose d'autres arguments, mais les gens ne veulent pas, on veut les mettre dans un carcan pour qu'on reste là, pour dire qu'il ne faut pas négocier, il ne faut pas parler. Et pendant ce temps, le pays continue à s'enfoncer et ça se dégrade tous les jours. Ben alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vous renvoie à la question, donc vous pensez que c'est toujours la bonne voie, bien sûr. Ben, écoutez, je suis une des voix. Et je pensais l'être et j'ai montré ma bonne foi. À tel point que j'ai créé un centre. Centre, je dis bien, centre de l'imam. C'est pas centre imam, c'est centre de l'imam. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai financé. Je l'ai voulu pour participer vraiment à retrouver la paix pour mon pays et peut-être même pour les pays du Sahel. C'est pour cela que je dis pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel. Parce que les problèmes qu'on a, c'est des problèmes similaires. C'est à peu près la même chose. Vous avez une jeunesse désœuvrée qui est laissée pour compte. Vous avez des milliers, voire des millions de maîtres coraniques, des élèves coraniques qui sont là, qui ne savent pas de quoi demain sera fait, parce que nos élites, nos gouvernants sont incapables aujourd'hui même de trouver la solution de nos écoles publiques, a fortiori les écoles coraniques et autres. Et donc, c'est des situations qui sont là. Soit ces jeunes gens-là, ils traversent, ils vont dans le Sahara, ils vont heureux, ils seront de proie facile pour ces vendeurs d'illusions. Soit ils vont chercher à traverser la Méditerranée, ils meurent ou ils vont aller en tout cas vous infortuner là où vous êtes. Parce qu'il faut trouver une solution à cela. Et ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est fait dans ce sens. Il n'y a aucune politique vraiment vers cette jeunesse montante. Nous avons dans le Sahel 75% de la population du Sahel sont des jeunes de moins de 40 ans. Alors, s'il n'y a pas de politique conséquente dans ce temps, l'éducation aujourd'hui, même dans les écoles, est dégradée, est presque inexistante, ça n'existe pas. Chez nous, ici, même les universités, les sortants d'université ne peuvent pas vous faire une phrase correcte. Ici, tellement il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus rien. Il y a des grèves qui n'en finissent jamais, parce qu'il y a des revendications qui sont certes légitimes, mais il y a un problème. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que bon, parce que les autres là sont en train de jouir, ils sont en train de faire sans grands efforts, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et bien nous aussi. Voilà. Donc nos pays sont devenus des pays dans lesquels on ne fait que revendiquer. Et bien sûr, c'est un droit de revendiquer. Mais il faut bâtir nos pays. Et on a cessé d'avoir cet esprit de bâtisseur, de conquérant, de gens qui veulent vraiment que leur pays soit. Hein? On est en train de perdre ça. Et avec tout ce qui est là aujourd'hui, qui ne fait que tout le temps s'aggraver. Et la situation se dégrade du jour en jour. Je sais pas. Alors, dernière chose, toujours sur ces négociations, puis je pense qu'on finira sur ça. Ok, ça se termine. Donc, vous dites qu'il faut négocier. C'est vrai qu'on a vu que dans un certain nombre de régions du pays, les gens d'ailleurs trouvent des solutions locales à travers le dialogue local. Est-ce que vous pensez que les parties prenantes de la crise ont envie de négocier elles aussi? Ben écoutez, il faut d'abord tenter. Il faut émettre une volonté. Il faut d'abord leur dire, bon écoutez, oui d'accord, mais alors vous voulez quoi? Au moins, ben nous voulons la charia, nous voulons ceci, nous voulons cela, nous voulons le ciel, nous voulons la terre. Ça c'est leur droit. Mais ce qu'on va leur offrir, ça aussi c'est notre droit à nous. Parce que quand j'entends les gens parler, non, il faut les lignes rouges, il faut les lignes vertes et tout. Non, dans une négociation, on ne parle pas de lignes. On va avec la volonté. On ne définit pas, avant même de commencer à dire à votre interlocuteur, là, ici, vous ne pouvez pas dépasser là. Non. Moi, de mon point de vue, il faut d'abord entamer une négociation, montrer sa bonne foi et sa bonne volonté. Maintenant, nous sommes dans une république. Une république laïque, démocratique, a des exigences. On n'est pas des gens
qui ne sont pas dotés de la raison pour savoir que ça a des exigences. On n'a pas besoin de dire aux gens à la face du monde, non, on va aller, mais la ligne rouge, c'est ça. Mais c'est un peu du tapage. Ça, voilà, parce que c'est ça le drame. Chaque fois qu'on veut faire plaisir seulement aux autres, et quand on pose un acte, on ne pense qu'aux autres, et on ne pense pas à soi-même. Et l'avenir de son pays, l'avenir de sa jeunesse, c'est dans ça qu'on doit penser. Qu'est-ce qui est bon pour nous aujourd'hui? Nous avons, mais on n'était pas une république. Nous sommes devenus une république par l'exigence du temps. Ben, on est république aujourd'hui, on est, je sais pas quoi. Demain, on peut être autre chose. Mais le cours de la vie, on ne peut pas le définir de manière arrêtée pour de bon. Ça, pour dire que jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité, voilà ce que le Mali va devenir, non. Mais on est là aujourd'hui. Ce que nous voulons pour notre pays, c'est ça. Ce que nous pensons pour notre pays, pour l'avenir, c'est ça, notre volonté. Et nous posons les jalons et nous laissons le reste aux générations futures. Mais qu'on vient dire aux gens, non, ça c'est une ligne rouge, le Mali, oh non, si c'est comme ça, non. Mais quand... Justement, Imam, c'est la France notamment qui fait une forte pression pour empêcher ces négociations. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Est-ce que c'est une solution finalement, la France? Est-ce qu'elle ne devient pas une partie du problème avec ces positions arrêtées? Bah écoutez, j'ai beaucoup de respect pour cette France avec laquelle nous avons des relations, comme je l'ai dit, historiques, stratégiques, on ne peut pas le nier. Je suis en train de m'adresser à vous en français. Donc, la France, ça fait partie de moi. Moi qu'on qualifie de radical, d'anti-français, d'anti-je ne sais quoi. Non, je parle français. Je m'exprime à travers le français pour me faire comprendre avec le monde. Bon, donc, cette France a une partie en moi. Une partie de mon identité. La France fait partie. Je tiens compte de cela. Je ne peux pas l'ignorer. Non, l'ignorer, c'est faire preuve d'ignorance et de myopie politique. Non. La France aujourd'hui, c'est notre partenaire, c'est quelqu'un avec lequel nous partageons presque tout. Mais quand même, nous sommes aussi un pays souverain qui a des particularités, qui a aussi une identité, qui a un passé, qui aspire à un avenir. Mais qu'on nous laisse quand même un peu l'autonomie de décider de ce que nous allons être demain. Mais vouloir nous imposer tout le temps leur point de vue, avec surtout, il n'y a pas la manière. J'allais le dire, et j'ai failli avoir la pudeur de le dire, mais je veux quand même dire, et le dire avec arrogance. Non, on ne négocie pas, non, on ne parle pas. C'est ce qui fait mal aux Maliens. Si aujourd'hui, il y a un problème d'anti-français qu'on sent, ce n'est pas la France en tant que nation, en tant qu'État. C'est surtout l'élite et les dirigeants français qui ont un langage souvent qui n'est pas un langage amical. Voilà. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Aussi bien la jeunesse en Occident que la jeunesse aussi chez nous est réticente à des dictats. Et ça, il faut que la France change sa façon de faire. Et le monde est changeant. Je parlais de nouvel ordre mondial, ça change. Et on ne peut pas continuer de tout le temps à penser que vous allez mener les gens de la même manière. Les Français ont entendu ceux qui ont organisé leur sommet avec des jeunes pour aller leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais les jeunes sont allés leur dire l'aspiration de la jeunesse. C'est une jeunesse aujourd'hui qui aspire aussi à être libre, à émettre ses idées, à parler comme elle pense. Et non vraiment à quelqu'un à qui on appelle les gens pour aller leur dicter, ce que j'ai beaucoup regretté d'ailleurs. D'abord, enfin, j'allais peut-être prendre un truc qui n'est pas le sujet, parce que vous avez parlé de la France, et parlons-en. C'est un pays qu'on aime beaucoup, parce qu'avec lequel nous sommes condamnés de cheminer. Mais aujourd'hui, la France aussi doit savoir que le monde a changé. Et on le fait savoir à la France tout le temps d'ailleurs. On lui fait ça tout le temps. Mais la France oublie aussi que le monde change. Les choses ne resteront pas comme elles étaient. On vient de le rappeler à l'ordre. Ce qui s'est passé entre la France, les États-Unis
et l'Australie est une leçon pour que la France sache que le monde change. Ceux qui sont plus forts que vous, ils sont plus forts que vous. Et nous savions que la France est plus forte que nous. Nous essayons vraiment de garder raison, mais de parler avec eux avec beaucoup de souplesse, mais de grâce, que la France aussi nous respecte. Mais le langage de la France n'est pas... Moi, j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères de la France qui est venu ici pour nous dire qu'il n'y a pas de négociation. Mais je suis d'accord qu'on ne négocie pas en France là-bas, que les Français ne négocient pas, qu'ils viennent chez nous pour nous dire que vous ne négociez pas. Mais on cesse d'être un pays souverain. Mais même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, il y a une façon de faire. Vous ne venez pas chez nous. Pendant que notre Premier ministre parle de négocier, vous dites non, il n'y a pas de négociation. Mais que la France ne négocie pas, d'accord. Mais qu'on nous empêche, nous, de négocier ou de trouver d'autres voies ou d'autres canaux pour faire la paix, on ne peut pas le faire. Non, ça ne peut pas se comprendre. Et c'est pour cela que les Maliens sont complètement... Aujourd'hui, ils ne comprennent pas la position de la France. Ils viennent nous aider pour avoir la paix. Et nous aussi, ce que nous pouvons faire pour que cette paix-là soit, c'est peut-être pour nous de chercher à négocier. Mais vous dites non. Si vous négociez, je ne suis pas là-dedans. Ah ben alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on reste dans une guerre éternelle, infinie, avec nos ressources maigres qu'on a, on n'arrive même pas à faire nos routes. On est préoccupé par cette guerre qui engloutit tout ce qu'on a comme ressources. Nous voulons nous-mêmes participer à alléger le fardeau pour vous et pour nous. Et parler avec ces gens-là, les faire raisonner, c'est des hommes. Ils sont dotés de la raison. Peut-être qu'on peut arriver à trouver une solution. Mais si vous refusez que ça ne se fait pas, le peuple ne comprend pas ça. C'est pour cela que les gens parlent de Russie, on parle de... Ce n'est pas une préférence pour la Russie. Nous savions que chez nous, il y a un proverbe qui dit que tous les lions sont des lions. Hein. Ils dévorent. Mais celui avec lequel vous vous êtes familiarisé, vous êtes encore plus à l'aise. Donc on est familiarisé au moins avec la France. On parle la même langue, on partage à peu près la même culture. Ben ça, au moins. Mais nous savions que France, Russes, autres, ils sont tous des lions. Et ils vous dévorent, il n'y a pas de problème. Mais on est au moins avec eux, on est familiarisé. Voilà. C'est très clair, c'est très bien. Juste, il est au bout de ses ressources. C'est ma dernière question, hein, Imam. Oui. Pris beaucoup de temps. C'est Merci. très clair, c'est très bien hein, ce que vous avez dit. D'ailleurs, c'est ce que disent les Maliens aux manifestations aussi, ils disent la même chose. Sur le fait qu'il faut que la France arrête de dicter ses ordres, bien sûr. Ma dernière question, c'était toujours sur ces... C'est un peu intimidant parce qu'il y a beaucoup de public. Donc, c'est la dernière, hein, Imam. Ouais. Pour quelqu'un qui ne parle pas de politique, vous en parlez très bien quand même, Imam. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais... Alors oui, ma dernière question, et puis je vous laisse et je vous libère. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être celui qui va jouer ce rôle de conduire ces discussions, ces négociations? Ben, écoutez... Le film sera publié dans un an, donc plein de choses vont se passer d'ici là, mais voilà, je voulais quand même votre position là-dessus. Ben, écoutez, que je sois celui, je n'en sais rien, mais en tout cas, je suis disponible à jouer ce rôle si on me le confie. Il n'y a rien de trop pour que le pays puisse avoir la paix. Je ne ménagerai rien s'il s'agit vraiment de participer pour qu'il y ait la paix, la quiétude et le vivre ensemble dans mon pays et peut-être même dans le reste du Sahel et pourquoi pas dans le monde. Je le ferai avec plaisir, Inch'Allah. Moi, je vous remercie. Tu veux faire ce petit silence? Est-ce que je peux vous demander une minute de silence? C'est pour le montage ensuite. On met des moments sans vous ne parlez pas. Il faut regarder Olivier. Juste une minute. Imam, à ce moment-là, dans ce contexte quand même tragique, est-ce que, pour revenir aux événements politiques, est-ce que vous avez été soulagé? Est-ce que vous avez été inquiet à ce moment-là? Écoutez, jusqu'à un moment, j'étais peut-être soulagé, mais je reste soulagé parce que je pensais que
moins dramatique. Le coup d'État peut-être c'était moins de mal. Ça m'a un peu soulagé, mais inquiet pour le devenir de mon pays. On continue à être inquiet et préoccupé encore aujourd'hui. La situation du pays m'inquiète de ça. Alors, pour continuer sur la crise malienne, qui dure déjà depuis pas moins de 10 ans, est-ce que vous diriez que c'est une crise politique, sociale, culturelle? Comment on dit dans le jargon bureaucratique, on dit qu'elle a une multifactorielle, etc. Comment vous définiriez cette crise? En quelques mots.